Cela dit, je pense qu'il y a déjà tout à faire. Je vous garantis pas une main innocente, mais en tout cas une main qui va vous dire l'ordre de passage de manière totalement évidemment impartiale. Sébastien Second. Je vous dis déjà l'ensemble. Théophile Larousse. Jonathan Bécassis. Igor Stalinier. Joséphine Louis de Verdimène. Axel Audouin. Maël J. Victor Allo. Elliot Tobaya. François Bavard. Anna Gatti. Je ne sais pas si on est oublié. Et ben, ça sera en dernier. Ben, ça sera en dernier. Ça sera en dernier. Voilà. Donc, Sébastien Second. Donc Sébastien Second, classe 13, mon sujet, vous allez le voir dans pas longtemps. Donc tout d'abord, je tiens à remercier M. Ancel, non pas pour la création de ce concours qui va causer ma perte au sein de l'ENG Management School, mais plutôt pour sa phrase avec laquelle il a conclu la séance de la semaine dernière. Il dit, je cite, « Le concours d'éloquence libère la parole, chacun son opinion. Pour ma part, ce sujet m'a plutôt envie de donner de me taire. » Je pense encore à ce jour où j'ai postulé, j'aurais dû me méfier du manque d'enthousiasme de mes camarades. Merci à vous. Je n'explique toujours pas cet élan de ferveur qui s'est emparé de moi ce jour-là. Mais bon, c'est trop tard, maintenant j'y suis. J'ai quand même, avant de venir, entendu un élève qui se demandait si Dieu existait encore. Si c'est le cas, j'espère qu'il va se manifester dans les 5 minutes à venir. J'ai donc tiré mon sujet, l'homme est-il le prof de l'homme ou de la femme? Tout de suite, je remercie un peu mon monsieur Ancel. Je dois vous avouer que lorsque j'ai commencé à éplucher le sujet il y a 10 minutes, je trouvais ça un peu vague, donc ne soyez pas effrayés, ça va bien se passer. J'ai trouvé la question un peu singulière. Le rire serait-il une affaire de sexe? Le rire est-il le propre de l'homme ou de la femme? Alors, le propre de l'homme est une expression d'usage courant qui désigne les spécificités de l'espèce humaine par rapport à celle animale. L'homme, je vais m'abstenir et je vais laisser place à la population machiste de l'école pour mieux nous éclairer. Quant à la femme, je ne la définirai pas. Bien que je sois en présence d'un spécialiste côté, ce sera plutôt par manque de temps, car mon discours ne dure pas 2 heures et je saurai résumer, mesdemoiselles, à une vulgaire phrase au milieu d'un discours léger de 5 minutes. Je vous définirai donc plus tard. Pour en revenir au sujet, le premier à s'être penché sur la question s'est rappelé en 1534 dans Gargantua. On a tous lu. Vous dire que cette date ne date pas d'hier, ça vous l'avez compris, mais à cette époque, il n'implique encore la femme dans son récit. Ça, c'est le propre de notre école. Le sujet ne comprenait pas la femme. Quand il disait si le rire est le propre de l'homme, il ne s'intéressait qu'à l'homme.
Il écrit « Mieux est de riz que de larmes, est script pour ce que rire est le propre de l'homme ». Ouais, si quelqu'un peut apporter sa lumière pour éclairer cette phrase, je suis preneur, sinon on va continuer. D'autant plus qu'il aurait pu bien plagier, c'est vous dire si c'est honteux, le pauvre Aristote qui disait sensiblement la même chose. Je comptais sur monsieur Lafargue, pas présent aujourd'hui pour le mettre à zéro, mais il est, à première vue, absent. J'en demandais pas trop. Mais tout ça, moi, ça m'intéresse pas trop, surtout que depuis Aristote, 384 avant JC, il y a un peu d'eau qui est passé sous les ponts, et à l'époque, on se posait pas la question de distinguer l'homme de la femme, on n'y arrivait pas. Alors je pourrais très bien élever le débat en le sexualisant, mais ça fait 2 mois que je suis ici, je commence à avoir des bons potes, il y a quelques filles plutôt sympas si vous voulez ce que je veux dire, donc j'aimerais au moins attendre la finale du concours pour me griller, en espérant que les retombées suite à ma victoire soient supérieures aux dommages collatéraux. De plus, le jury est aujourd'hui composé à 100% du sexe masculin, en tout cas selon les apparences. Donc je vais peut-être pas trop taper sur les hommes. Plus sincèrement, mon sentiment pourrait être que face à la frivolité masculine, la légendaire maturité féminine, représentée par vous mesdames, tenant à son rôle déterminant dans la reproduction de l'espèce, la femme vivrait le rire avec peut-être moins de spontanéité que l'homme, pourrait-on dire. Ou alors que l'homme reste un enfant alors que la femme grandit dans sa maternité. En ce sens, j'oserais dire que le rire est plus le propre de l'homme que de la femme. Mais non, je dirais que chacun est libre de se poiler. Certaines femmes dissimuleraient peut-être plus leur propension à bien rire, quand d'autres, à gorge déployée, donc avec un échappement inconsidéré de la poitrine hors du corsage et du carcan imposé par une société bien pensante, pour le plus grand bonheur de la femme masculine. Car oui, elle rit sans tenir les côtes. Et d'ailleurs, c'est bien d'une côte qu'elle est née d'Adam, qui n'a sans doute pas su se les tenir suffisamment, lorsqu'au jardin d'Éden, le serpent leur faisant fendre la pêche, la poire ou la pomme. Vous voyez, entre s'en faire péter sous la sous-ventrière, se taper sur les cuisses et réprimer un léger fou rire, la différence entre les sexes ne se réduit qu'à un distinguo socio-culturel établi par une société bourgeoise bien pensante. À n'en pas douter, le rire n'est ni masculin ni féminin, le rire ne peut être que partagé. Regardez le bon sens populaire, le seul valable pour s'en payer une bonne tranche, et qu'il vaut mieux être deux, et à mon avis, de sexes complémentaires, voire plus, si affinité. Qui m'a bien aidé. Mais avant ça, je me suis même posé la question de mon sujet, parce que parler d'une religion, c'est un truc assez polémique, c'est assez relou, parce que tout le monde vient me voir en disant non, mais la religion et tout, c'est ghetto, etc. Mais quand même, je me suis dit, allez, vas-y, t'es un homme, tu portes tes. Voilà. Et tu vas le faire. Donc, avant de débuter, je pense qu'il est juste nécessaire, entre guillemets, d'expliciter un terme qui n'est autre que religion. Donc, comme le dirait notre grand ami Cicéron, religion vient du latin religare qui signifie relier. Donc de ce mot alors découle en fait une notion de coopération, d'entraide et de paix. Or en fait il faut commencer à se poser la question que pouvons-nous réellement parler d'une notion de paix avec la religion actuelle? Il suffit juste de se baser, désolé pour les personnes qui sont pratiquantes, sur les trois principales religions monothéistes qui sont le judaïsme, l'islamisme ou même le catholicisme. Et on remarque en fait que la plupart de ces religions ont causé des conflits, que ce soit les croisades avec les catholiques, la Seconde Guerre mondiale au niveau du judaïsme ou encore aujourd'hui les dérives extrémistes musulmanes. Chaque fois on en revient au même constat, toutes ces religions
au nom d'un dieu, sont initiatrices d'un conflit. Mais concrètement, en fait, il suffit juste de revenir à une phrase, la religion, c'est juste quel meilleur ami imaginaire. Clairement, voilà. Après, on peut se dire, voilà, il y a plein de religions, il y en a tellement qu'aujourd'hui, personne ne sait vraiment pourquoi il est croyant. Bien sûr, il y en a qui sont croyants au nom d'un dieu, mais quel dieu? Et après, d'où la perpétuelle question de pourquoi suis-je croyant? Mais voilà, en fait, cette question me rappelle une histoire qui m'est arrivée récemment dans le métro. J'étais en train de rentrer, voilà, le métro 9, un 20h, un peu dans le chétan, et voilà. Et je lisais ce bouquin que notre ami M. Ancel nous a proposé de lire en 1984. J'étais tellement plongé dans la lecture avec notre ami Big Brother qui est still watching you. Et un homme qui me regarde et qui me fait comme ça pendant 20 minutes. Donc je me dis, bon, ok, vas-y, je vais enlever mes écouteurs. Et il commence à me parler de. Il me dit, oui, dans mon pays, il n'y a pas de livre. Je dis, bon, ok, ben, si tu veux, mais tu viens de quel pays? Mais il me répond pas. Et il me dit juste, moi je connais une religion qui est plutôt sympa. C'est une religion où tu transmets la lumière par la main. Je regarde, je dis, bon, ok, si tu veux, si c'est ton délire, tant mieux, enfin, fais-toi plaisir. Donc il commence à m'expliquer tout ça, et en fait, il m'a amené une notion qui est plutôt intéressante, c'est que c'est pas une histoire de religion, mais plutôt une histoire d'art. C'est l'art de transmettre la lumière. Et après, on en est venu à parler à toutes les religions asiatiques. Donc, je vous remets un joli cours de culture asiatique avec M. Gutmann, M. Wang sur le taoïsme, etc. Bref, on s'en fout. Et en fait, il s'agissait non pas d'une religion, mais comme je l'ai dit, d'un art et une croyance. Et le but de cette croyance, c'était de purifier l'âme. Je me suis dit, ouais, ça peut être sympa, voilà, l'histoire de créer une religion et tout. Enfin, ça devient un peu long parce que se dire, vas-y. Alors une religion que tout le monde pourrait accepter, c'est un peu un défi. Donc du coup, un peu perdu dans mes pensées, j'ai cherché tout ça pendant 2 longues semaines, bon, en gros je l'ai fait hier. Et j'ai quand même voulu m'intéresser un peu à cette histoire d'art, de religion asiatique. Mais le problème, c'est que dans ces trucs-là, c'est juste des petites communautés fermées, voilà, qui sont tous comme ça. Ouais, non. C'est le délire, moi c'est pas le mien. Bref. Et de là, j'en ai tiré un enseignement. Et l'idée en fait m'est venue hier soir à la conférence Microsoft. J'étais à côté d'Inès et elle m'a dit non mais il est chétan ton sujet. Et là je me suis dit ça y est, j'ai l'idée, le chétanisme. Mais qu'est-ce que c'est que le chétanisme? Concrètement, tu regardes quelqu'un, tu lui dis t'es dans le chétan, t'es dans le mal en gros. Mais voilà, alors je me suis dit bon bah vas-y, fais un peu de recherche sur le chétanisme. Mais alors qu'est-ce que le dieu chétan? Mais en fait c'est un dieu qui est vraiment proche de nous. Il nous accompagne dans tous les moments de notre vie, que ce soit implicite ou plutôt explicite. Par exemple, tu te prends un sale coup, on te fout un coup de poing dans le ventre, tu fais putain, je suis dans le chétan. Tu vois, il est là le chétan. Même, tu sors de 3 heures d'infos et médias, oh putain, t'es dans le chétan toi aussi. Mais bref. En fait, je me suis dit que tout le monde pouvait être chétan. Mais de ce fait-là, vas-y, si tu dis bah, je suis Dieu chétan, ça t'impose des limites. Ben non, en fait, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu sois le petit gars qui tape jusqu'à 23h tous les soirs, tu vas revenir en cours le matin, t'auras des séances Nasdaq comme ça. Tu vas voir le mec qui fait putain, t'es dans chétan toi aussi. Et il te dira ah ouais, je suis chétan. Donc lui aussi, il peut être chétan. Alors ça peut être le mec qui vit dans la luxure et qui vit d'orgie. Tu pourrais lui dire vas-y, tu kiffes. Ouais, mais il est chétan aussi. Mais je me suis dit, ça peut être sympa aussi le chétanisme, parce que du coup, ça englobe un peu tout le monde. Tu prends pas le fait en compte que tu sois gay, lesbienne, hétéro ou transsexuel, ou ce que tu veux en fait. Et je me suis dit, comme le dit une des grandes philosophes de siècle, Lady Gaga, you are on this way, baby! Bref, voilà, enfin, ça fait un peu genre. Mais, c'est une de nos philosophes, faut pas en douter. Donc on pourrait se dire quand même, non mais dans le chétanisme, t'as quand même du tabou. Parce que voilà, dans chaque religion, du tabou. En fait, il n'y en a pas. Tu peux parler de tout, tu peux aller voir tes parents, tu peux parler de cul à table, tu peux aller voir ton prof, tu peux lui dire que c'est de la merde. Mais non, tout ça c'est bien. L'avantage du chétanisme, c'est que ça devient stimulant. Tu restes plus fermé sur des débats stériles. Non mais le préservatif, c'est mal. Mais non, mets ton préservatif et fais ton plaisir, mon gars. Enfin bref. Un peu l'idée du chétanisme qui vont me dire non mais être chétan c'est un peu basculer dans l'hédonisme à poisson. Et maintenant en fait, si tu fais de l'excès, le chétan il est là pour te rappeler
vie que t'as merdé. Par exemple, le dimanche matin, t'as fait une petite soirée et tout, t'as la gueule de bois. Bah, t'es dans le chétan. Mais le chétan, l'avantage, c'est qu'il est gentil. Parce qu'il t'amène aussi le Doliprane qui va avec. C'est bon à savoir. Après, il faut aussi savoir que si t'as vraiment trop merdé trop souvent, le dimanche matin, tu te réveilles, bah, la pharmacie, elle est fermée. Et là, t'es dans le chétan. Mais bon. Après, je me suis dit, bon, bah, le chétanisme, il ne doit pas avoir son petit livre comme la Bible ou tous les trucs comme ça. Mais si, il y a le livre noir. Ouais, le livre du chétanisme. Et je vais vous lire une petite citation un peu fleurie qui m'a bien plu. Elle provient du Chétan 1, chapitre 3, paragraphe 9, LSD 5. T'amuser avec des tulipes, tu devras. La vodka, tu boiras. La cuvette des chiottes, sûrement tu verras. Et dans la rue, tu commettras. Mais avant de conclure tout ça, j'ai une petite question pour vous. Qui a déjà été vraiment dans le chétan? Il y en a. On va dire qu'il y a la majorité. J'ai envie de vous dire, bah, que dire de plus, hein? Pourquoi continuer d'essayer de vendre quelque chose alors que tout le monde l'a déjà adopté? Et je pense pas qu'il ait choisi la bonne finalement. Je pense que j'ai mis mon orgueil de côté depuis que j'ai vu Facebook hier, ça va changer. Je regrette qu'on soit à la fin, simplement. Je pense qu'il incarne bien le concept de chétanisme. Mais ça m'a beaucoup intéressé. J'ai reconnu certaines personnes de mon entourage. Lorsque je me suis présenté pour cours d'éloquence, on m'avait dit que les sujets seraient singuliers. Bon, je m'y attendais, mais je me suis attendu à tout sauf à inégalité des races canines. Donc, voilà. Donc, les chiens. Donc, Canis lupus familiaris. Donc, le chien, c'est un animal domestiqué depuis longtemps, tout ça. Donc, il y a donc 335 races de chiens. Ce qui fait que forcément, elles ne sont pas toutes sur le même pied. Donc on va d'abord voir les inégalités physiques et ensuite les inégalités sociales entre les races. Donc déjà les inégalités strictement physiques. Donc le chien le plus petit, qui est donc le chihuahua, peut peser entre 500 grammes et 1,5 kg. Et le chien le plus lourd, qui est un mastif, peut peser jusqu'à 135 kg. Donc on peut en conclure qu'il y a beaucoup plus d'inégalités finalement parmi les chiens que parmi les hommes, puisqu'il y a rarement autant d'écart entre deux hommes, enfin deux femmes. On peut parler aussi d'inégalité de beauté, bien sûr. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu un pitbull ou un bulldog, mais physiquement, c'est pas au même niveau que par exemple un chien loup ou un berger allemand. Mais bon, c'est vrai que chez les hommes, des fois, il y a plus d'écart au niveau de la beauté. Sans être insultant. Donc, maintenant, les inégalités sociales. Donc, effectivement, il y a plusieurs statuts sociaux parmi les chiens. Donc, il y a les chiens donc les plus bas, donc les bâtards. Ceux qui savent pas d'où ils viennent, ceux qui errent, ceux qui sont parfois mangés par nos compatriotes asiatiques. Sans offenser personne toujours. Voilà. Et il y a le sommet de l'échelle. Donc, comme par exemple Woofy et Tinkerbell. Je sais pas ce que ça existait, ce sont les chiens de Paris Hilton. Donc c'est plutôt des chiens assez choyés, puisqu'ils ont juste pour eux une maison estimée à 400 000 €. Ils vont une fois par semaine au salon de coiffure, c'est pas des têtes. Ils se font vernir les griffes. Il y a des bijouteries pour ces chiens-là, spéciaux pour les chiens de Paris Hilton. Ils vivent mieux que certains humains, que même beaucoup d'humains d'ailleurs. C'est ça qui est le plus triste. Ensuite, il y a les chiens acteurs qui touchent un salaire. Il y a également les chiens. Il y a aussi des chiens qui sont vénérés par certaines religions. Donc eux, ils sont aussi pas mal au niveau des statuts sociaux. Et il y a les chiens stars. Donc je parle de Rancor Blanc. Je parle de Milou. Je parle de Rintintin et tous ces chiens qui sont au rang de stars. Donc au final, le sujet n'est pas si singulier que ça, on va dire singulier.
car il y a vraiment des inégalités qui subsistent chez les chiens et c'est vraiment un problème. Pas beaucoup plus que chez les humains, mais beaucoup plus grande. Donc je pense que pour y remédier, il faudrait faire quelque chose. Peut-être un département qui s'occupe juste de ça, par exemple à la Cour européenne. Ou faire des articles dans la Constitution. En tout cas, ma conclusion, c'est que pour nos amis à 4 pattes, ils n'ont pas tous une vie de chien. Bienvenue dans notre univers. Bon, alors pour ma part, je m'appelle Victor Steininger et aujourd'hui, je suis l'avocat du diable. Mesdames, messieurs les jurés, bien le bonjour. Je me présente Maître Enfoirnos, cabinet Satan & Friends, avocat au barreau des enfers 666 Fosse Shaitan, petite dédicace, mais aussi avocat de Monsieur Stéphane. Ah non, je me suis trompé de dossier. Non, avocat du diable. Bon, après ça. Saviez-vous, petit bonus culture G, toujours, comment il Moyen-Âge, les roues étaient considérés comme le diable à cause de leurs cheveux. Moi aussi, elle m'a fait rire. Bon, donc on pourrait dire que je suis l'incarnation du diable. Et si on part un peu dans les déviances philosophiques, on pourrait même dire qu'aujourd'hui je me défends moi-même. Ce qui en réalité n'a strictement aucun sens. Enfin bref, allez, tout le monde en scène. S'il vous plaît, j'ai un peu de faire. On commence sur cette soirée. Donc aujourd'hui, cas extrêmement sensible de défendre Monsieur Méphistos Phélès. Défendre Satan en justice. Satan vers l'ironie. Il est revenu contre mon client les charges suivantes. Responsable du malheur sur la terre entière. Ouais, alors ça veut tout et rien dire, ça. Gérant d'une entreprise maléfique à but non lucratif. Ça va faire un peu aussi. Alors, nous nous retrouvons une fois de plus face à face, pardon, mesdames et messieurs. On va y arriver. Oui, nous nous retrouvons une fois de plus face à face, mesdames et messieurs, toujours à cause de la lumière qui est perchée là-haut et qui m'attaque, enfin qui nous attaque, mon client même, à n'importe quelle reprise. Non mais c'est quand même pénible de perdre son temps comme ça dans des audiences qui ne veulent rien dire. Sachant que, rappelez-vous, la dernière fois, lorsque sur Terre vous avez fait polémique en disant que mon client s'habillait en Prada, on n'a pas porté plainte. C'est gentil. De plus, nous avons reçu par le biais des réseaux sociaux, Twittos, Facebook et autres aficionados, par notre hashtag Dieu démissionne, de nombreux messages de soutien. Notamment un que j'ai ici, voilà, monsieur Émile Louis, récemment devenu client de notre cabinet, précise, et je cite, « Le diable, encore un incompris. » Ah, Émile. Depuis qu'il est, il est comme une fraîcheur parmi nous. C'est notre plus beau bisou des enfers, Émile, hein, parce que, ah oui, pas assez de mort, mais... Bah, c'est mort, et puis c'est pas vraiment un top modèle, Émile. Hein. Donc on l'a mis un peu à l'écart. Mais ce n'est pas tout, monsieur le juge. Nous avons reçu d'autres messages de soutien. Comme une pauvre dame dans la Creuse, Satan va brûler en enfer. Mais madame, nous ne demandons que cela. Alors pourquoi, monsieur le juge, vous demandez que mon client fasse de la philanthropie? Vous demandez à ce qu'il aide son prochain, mais vous ne vous rendez pas compte que le mal n'est qu'une question de point de vue. Mais c'est philosophique, ça. Nous plaidons donc non coupables, et nous souhaitons recevoir des indemnités compensatoires. Comme par exemple, nous demandons à ce que l'enfer soit climatisé, quand il fait très chaud en enfer,
Et donc du coup, toutes les filles qu'on accueille sont en chaleur et c'est pas toujours les plus belles. Nous demandons également une meilleure sélectivité au concours de rentrée des enfers. On a encore trop de demandes et de personnes qui sont acceptées alors qu'ils ne disposent pas des qualités nécessaires. L'autre jour, on a accueilli un monsieur qui a volé un caniche. S'il vous plaît. On a des tueurs, on a Oussama qui est arrivé la semaine dernière. De plus, mais ça c'est un petit bonus pour vous Chancel, on demande des R5 de fonction renommés TES. Vous pouvez nous avoir ça? Nickel. Bon, ce que vous ne saviez pas par contre, là, parce qu'on s'occupe de vous en enfer, c'est que le 21 décembre 2012, c'était l'apocalypse. Nous, on était prêts, on vous attendait tous pour une grosse soirée. Et on s'est pris une grosse douille, pardon, monsieur le juge. Non, j'ai commencé à parler comme un jeune sarrasin casquette prépubère, excusez-moi. Non, pardon. Oui, nous vous attendions tous ce jour-là. Parce que bon, il est clair que ceux qui vont en faire, vous êtes presque tous dans cette salle, c'est clair. Vous vous demandez pourquoi. Et bien parce que toutes vos soirées, là, vos comportements de jeunes adolescents, eh bien tout ça, ça repose sur le vice. Et le vice, c'est nous. Ça repose sur mon client. C'est Satan qui vous repose vos écarts. C'est satanique. Ne croyez pas que c'est aujourd'hui la partie céleste qui nous attaque, qui vous permet d'avoir du plaisir. On aimerait un minimum de considération. Par exemple, un bon ami à moi, Don Juan, a dit un jour, tous les vices passent pour vertu. C'est culturel, ça c'est chouette. Nous profitons donc aujourd'hui de cette audience pour dénoncer... Ah mais ça c'était une blague pour M. Lafargue, ça n'a pas fait. Ok, on a quand même la faire. Nous profitons donc aujourd'hui de cette audience pour dénoncer le racisme envers les personnes de couleur rouge. Trop souvent nos diablotins et autres diables sont accusés pour cela. Alors que vous le savez bien, M. Lafargue, que le rouge est la couleur du pouvoir. Voilà, c'était... Je suis sûr que ça l'aurait fait. Nous exigeons donc réparation ainsi que soutien humanitaire pour notre cause. Tiens, en parlant humanitaire, on nous a reproché là, le typhon de la côte Philippines là. Je vois pas pourquoi vous en faites toute une histoire là, de ce typhon. Nous, on avait reçu plein de demandes des Philippins qui nous demandaient d'être plus soudés, qu'il y a un vrai mouvement derrière eux. Donc nous, on a formé un mouvement international. On l'a appelé la vague. Nous devrions être remerciés. Ouais, c'est l'humour noir, c'est Satan qui nous les a. Nous devrions être donc remerciés. On a plein de filets aujourd'hui qui avaient fait des péchés dans leur vie, des amants par exemple, qui sont en enfer. Et comme vous pouvez vous en douter, elles ne savent pas nager. Et en enfer, quand vous ne savez pas nager avec les mecs, vous ramez. Évidemment. C'est de plus en plus élevé les balles d'ailleurs. Oui, parce que elles ont trompé leur mari. Oui, bon, elles disaient que leur mari, leur ex, pardon, était Mouli. Oui, Moulinex. Alors du coup, elles faisaient ça avec leurs amants sur la table. C'est lamentable. Non, pas trouvé, je vais te faire aussi mal pour c'est pas comme ça. Enfin bref, on s'écarte du sujet là. Tout ça pour vous dire que mon client, Satan, vous procure beaucoup de plaisir. C'est même le seul être suprême qui vous procure du plaisir, hormis votre meuf poignée pour vous, messieurs. Enfin, vous ne pensez pas souvent à ça, mais vos moments de bonheur ne le sauraient pas si vous étiez tout le temps heureux. Et ouais. Par exemple, lorsque Dieu invente le sommeil et la nuit, et ben nous on invente la grosse matinée. Lorsque Dieu invente un professeur, et ben nous on invente Monsieur Lafargue. Mon intervention touche à sa fin. J'en profite, Monsieur Ancel, pour vous rappeler qu'il y a des frais judiciaires avec le cabinet, donc il faudra passer rapidement. Et enfin voilà. Je voulais une bonne chute, mais après une plaidoirie comme ça, personne ne s'attend
elles viennent de rêver. Merci de votre attention et je remercie mes publics et mon staff. Bonjour à tous, je m'appelle Joséphine Leydeverdimel et quand j'ai entendu parler du concours d'Hémosthène, je me suis tout de suite inscrite. Concours d'éloquence, pas besoin de savoir chanter, pas besoin de faire du sport, enfin un moyen de se la péter sans avoir de talent. Donc bon, je me suis constitué mon staff, on était hyper motivés et là j'ai tiré mon sujet. Des avantages pour les animaux de ne pas être l'ami de l'homme. Concrètement, mes attentes par rapport au concours ont complètement changé. Je suis passée de ne pas tout déchirer à Joséphine, ne te foire pas devant tout l'amphi. Donc voilà, je reste devant vous. Et à partir du moment où j'ai tiré mon sujet, il s'est passé un truc super bizarre. C'est-à-dire que j'ai pas revu mon staff de toute la semaine. D'ailleurs, je vois à la tête de mes concurrents que j'ai pas été la seule. Donc, un peu désespérée, je me suis tournée vers le reste du monde pour essayer d'avoir un peu des amis. Parce que je ne pouvais plus compter sur mes amis, quoi. Donc, premier avantage pour les animaux de ne pas être l'ami de l'homme, l'amitié humaine est un service soumis à des conditions d'utilisation. Concrètement, c'était dans la merde publique, quoi. Donc bon, je commençais à demander des avis aux autres personnes, et on m'a donné quelques tuyaux plutôt pas mal. On m'a dit, les animaux, quand ils ne sont pas amis avec l'homme, ils restent libres. Ouais, ils restent libres. Ils ne sont pas soumis aux mœurs des humains, donc c'est vrai aussi. Ils gardent leurs testicules, c'est vrai, sauf qu'il n'y a pas vraiment des testicules, mais bon. Et j'ai aussi entendu des aberrations. Là, je vous dis avec le sourire, parce que sur le coup, j'avais un peu envie de pleurer. Il y a un gars qui m'a dit, tant que les animaux ne sont pas nés avec les humains, ils ne deviennent pas homosexuels. Alors déjà, le gars finot sort ça à la seule personne qui pourrait le prendre un peu mal. En plus, je suis désolée, mais l'homosexualité existe chez les animaux, hein. C'est pas une invention humaine. Non, la seule invention qu'on pourrait attribuer à l'homme, c'est l'homophobie. Au même titre que le racisme ou le génocide. C'est clair que jamais on va voir une horde de chihuahuas. J'allais vous parler des chihuahuas là, donc c'est clair que jamais on verra les chihuahuas se rebeller contre les caniches parce qu'ils ont plus de poils, quoi. C'est vraiment une invention humaine stupide, ça. Donc on en arrive au deuxième avantage pour les animaux de ne pas être l'ami de l'homme. Oui, tout à fait. Ok, c'est très intéressant ce qui se passe là en ce moment. Je voulais pas me foirer pendant le c'est en train d'arriver, donc vous pouvez applaudir pendant ce moment-là le temps que je retrouve mon texte. Pas trop, parce que c'est vrai que ça nous avantage plutôt bien d'être amis avec les animaux, quoi. On a toujours besoin d'un petit soir. Regardez par ici, elle a besoin d'un chien pour aller avec chacun de ses sacs. Mais la question dans le sens inverse, on se la pose pas trop, quoi. Les animaux, les avantages pour être amis avec les hommes, je vois pas. L'homme est quand même le moins évolué de tous les animaux. Regardez la fourmi. La fourmi, elle peut porter jusqu'à 10 fois son poids. C'est impressionnant. Je repense à moi 3 jours après la rentrée, qui enlève discretos mon triangle de mon sac parce que je trouve ça trop lourd. Vraiment, ça m'impressionne. Bon, après, parmi les hommes, on a quand même des exceptions, des gens qui sont capables de faire preuve d'autant de force que les fourmis. Je pense notamment à Nabila, qui chaque jour porte 10 fois son poids en maquillage et silicone. J'aimerais qu'on applaudisse les gars. Bon, après, la supériorité des animaux par rapport aux hommes ne se limite pas à des caractéristiques physiques. Non, aussi du point de vue des mœurs, ils sont nettement supérieurs. Quand 2 hommes sont pas d'accord sur un point, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la guerre. Ils font la guerre. Super intéressant. Homo sapiens, bravo, vraiment. Les animaux, eux, ils ont trouvé une alternative. Regardez les bonobos, par exemple. Ah ouais, les bonobos, quand ils sont pas d'accord, ils font l'amour. Bah, ça marche super bien. Pourquoi c'est complètement l'inverse chez nous les hommes? Pourquoi le sexe n'arrange aucun conflit? Bah, demandez à DSK, je crois pas que ça arrange. Donc oui, on en arrive à un nouvel avantage pour les animaux de ne pas être amis avec
Alors après, il y en aura peut-être parmi vous qui me diront, oui mais non, les animaux, quand ils sont amis avec les hommes, ils ne se font pas manger. C'est vrai que le chien, meilleur ami de l'homme, on ne le verra jamais atterrir dans des lasagnes, quoi. En attendant, j'aimerais qu'on pense 2 secondes au centre de toilettage pour chien. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Quand le chien il rentre dedans, il ressort, il s'est fait épiler la moitié du corps et l'autre elle est coloriée en rouge. Non mais c'est de la torture, je suis désolée, c'est de la torture. Non mais demander à un poulet s'il préférait atterrir dans un de ces centres de toilettage chez KFC, moi je choisirais KFC direct. C'est vrai qu'on n'a pas encore prouvé que c'était du poulet dans leur wings, mais je choisirais KFC. D'ailleurs quand je vois tout ça vraiment, moi je comprends pourquoi Tarzan il s'est barré, quoi. Franchement. Les hommes c'est plus possible, quoi. Non mais vraiment, c'est plus possible. Enfin bon, maintenant qu'on a parlé un peu de politique avec DSK, émancipation de l'homme avec Tarzan, je crois que vous êtes prêts pour une petite référence culturelle, un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps, pour le plaisir. La ferme des animaux de George Orwell, publié en 1945. J'ai toujours rêvé de citer une date avec un bouquin comme ça. Je trouve que ça fait vraiment peur. Donc dans ce livre, qu'est-ce qu'on voit? Donc déjà, ça se passe dans une ferme. On va voir que les animaux de la ferme vont se rebeller contre les fermiers. C'est génial. Qu'est-ce qu'ils attendent, les animaux? Non mais les chiens dans les centres de toilettage, qu'est-ce qu'ils attendent pour se rebeller un peu là? C'est impossible. Attendez, non, je comprends pourquoi il n'y a pas d'engouement de la foule, c'est-à-dire qu'on est tous des hommes présents là. Et moi aussi d'ailleurs, donc j'entraîne les animaux à se rebeller contre moi. On va un peu éluder ce passage. Ce soir, quand vous allez rentrer à la maison, vous aurez envie de parler de la super prestation de Joséphine et de Verdimen. Évitez un peu de parler de tout ce que je viens de dire là. Parlez plutôt de la fierté des animaux d'être amis avec les hommes. Il y a forcément un truc dont les hommes peuvent être fiers, qui sont partagés avec les animaux. Ça doit exister. La science. L'homme est fier de la science. Bah oui, l'homme, il a toujours eu l'esprit scientifique, depuis qu'il a des têtes cellules dans sa petite mare, qu'il a vu la Terre et qu'il s'est dit, tiens, si je vais marcher sur la Terre, scientifique. Il marche sur la Terre, ses membres se développent, il commence à avoir un peu faim, il voit un magicien, et si je montais là-haut pour aller cueillir la pomme. Bon, il a cueilli la pomme, il y a un espèce de mec barbu en robe de chambre qui est venu l'engueuler, on a toujours pas compris pourquoi. Non, mais ça a fait des histoires, d'ailleurs on va pas en parler parce que bon, la religion, jusqu'à preuve du contraire, les animaux ils sont un peu lésés dans la religion. Enfin, sauf dans l'hindouisme. C'est vrai que dans l'hindouisme ils sont super cool, ils sont végétariens, les animaux c'est des dieux pour eux. D'ailleurs un jour il y en a un qui a même dit à ma mère, j'insulterai pas ta fille parce que dans ma religion les vaches c'est sacré. Adorable. Adorable. Enfin bon, la science a permis la création de la médecine. La médecine, qu'est-ce que c'est? La médecine, c'est ce qui permet à l'homme de vivre plus longtemps et de lutter contre les maladies. Et l'homme, ça, il le partage avec les animaux. Les vétérinaires, tout ça, on partage avec les animaux. Ils peuvent être contents. Vraiment, ils doivent être super heureux. Enfin, j'ai un petit coup quand même. La semaine dernière, j'ai vu le chien de ma grand-mère qui sortait de sa 2e visite chez le veto. Il n'avait pas l'air super satisfait. On aurait plutôt dit qu'il avait les boules, et pour longtemps. Donc bonsoir à tous, mesdames, messieurs, mes tulipes. Assemblée triomphante de l'ESG. Ce soir, si je me présente à vous, c'est pour vous parler d'un sujet à la fois captivant, fascinant, que dis-je, éblouissant. Une question fondamentale qui empêche certains hommes de dormir, qui m'a empêché de dormir. Le chien aime-t-il l'homme parce qu'il est un homme ou parce qu'il n'est pas un chat? Rien de mieux qu'une histoire pour commencer. Étant petit, j'avais un rêve d'enfant mais réalisable pour autant. Ce rêve, celui d'avoir un chien. Et bercé par ses désirs, ses vœux, ses visions d'ami fidèle, courageux et joueur,
J'ai longuement essayé d'abattre mes parents avec des phrases pertinentes et poignantes telles que « Tu sais maman, un chien c'est gentil » ou alors, encore mieux, « Avec un chien, plus besoin de faire le ménage ». Résultat, j'ai une tortue. Je ne pourrais donc pas vous parler en connaissance de cause, mais avec de très bonnes références Wikipédia. La première fois que j'ai lu mon sujet, je ne sais pas s'il fallait que je comprenne que le chien aime l'homme parce que le chien est un homme et non un chat, ou alors encore une approche plus fataliste, le chien aime l'homme parce que l'homme est un homme et non un chat. Je sens que vous êtes tous perdus. Ne vous inquiétez pas, moi aussi je me suis perdu en lisant la phrase. Premier verre de whisky, et là je suis vraiment soft. Tout commence à devenir clair. Mon sujet, l'on aime quelqu'un pour ce qu'il est ou ce qu'il n'est pas. En rapport avec mon sujet, le chien aime l'homme pour ce qu'il est ou ce qu'il n'est pas. Ayant du flair, j'ai posé la question à Google et je suis tombé sur des tas de pages canines expliquant que le chien rejette ses fonctions primaires en présence de l'homme et remplace la morsure par la lèche. La morsure par la lèche. Ça vous rappelle pas le EG? On peut se le permettre, on peut se le permettre. C'est pas moi qui parle, c'est mon personnage. Je ne suis que l'interprète de mon texte. Et au regret de tous, je ne vous parlerai pas de chat. Déjà parce que j'aime pas les chats. Non mais franchement, ça sert à quoi un chat? Ça sert à rien, ça vous regarde toute la journée comme ça. Des fois, ça vous fait croire qu'il se passe quelque chose, genre... La seule fois où il s'active, c'est pour aller foutre rien, mais ailleurs. Non, pour moi, le chat, c'est vraiment le pire animal du monde. Je comprends maintenant l'expression comme chien et chat. D'un côté, un hyperactif, de l'autre côté, un putain de dépressif assommant. On peut penser que l'homme est le juste milieu, mais si on passe à la pratique, et je vous sors les choses techniques, je vous pose la question. Vous avez déjà vu un maître et son chien jouer? Non mais franchement, qui est qui? Le chien pourrait lancer la balle, ça choquerait personne. Et comme le dirait Lao Tzu, trop à l'est, c'est l'ouest. Les gens ne s'étonnent plus. Les gens ne s'étonnent plus de rien. Pour vous dire à quel point ça devient dingue, il est prévu une amende de 250 € à Los Angeles pour un aboi continu. Cause, nuisance sonore. Cause, nuisance sonore. Cause, nuisance sonore. Le chien est le meilleur ami de l'homme, la blague. Au risque d'en choquer plus d'un, le chien aime l'homme, mais l'homme ne l'aime pas. Un jour, un homme a dit, et j'ai toujours pas trouvé qui c'est, les animaux domestiques apportent quelque chose de plus à l'être humain. Mettons-nous à la place du chien. Il est nourri, logé, blanchi, il fait rien quand il est seul, il regarde la télé, enfin bref. Manque plus qu'une femme et des bières et c'est le macho par excellence. Maintenant, à la place de l'homme. Rien qu'avoir le coup du veto, on a envie de le rendre. Vous allez me dire, les chiens c'est cool, ça joue, c'est gentil. Et je vais vous prouver que vous-même détestez les chiens. Vous avez déjà goûté de la pâtée pour chien? On appelle ça d'ailleurs de la pâtée pour chien, juste pour... Le premier qui répond oui sort. Le chien aime donc l'homme plus que tout, et il ne peut, et le chien dans notre société moderne ne peut vivre sans l'homme. D'après moi, la réponse à mon sujet n'existe pas, car en effet, le chien aime l'homme pour ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. Il y a donc plusieurs réponses. D'ailleurs, un grand homme dit un jour, si l'homme avait au cœur ne serait-ce qu'un dixième de l'amour qu'un chien porte à son maître, la paix dans le monde régnerait. Jean-Marie Bigard.
Jésus avait trouvé la femme de sa vie. Alors déjà, moi je pensais qu'il y avait l'appareil dans le jury, donc je m'étais dit qu'il faut que je fasse un dossier béton. Et en plus, il y a aussi les frères Ansel dans le jury, donc moi je m'étais dit qu'il va falloir vraiment que je sois à cheval sur l'humour. À cheval Ansel. Bon. Alors tout d'abord, quelles sont les raisons bien connues des spécialistes qui prouvent que Jésus était juif? Alors déjà, il a fait le même métier que son père, Dieu. Ensuite, il a fondé une multinationale qui marche encore 2000 ans après. Mais surtout, Jésus a toujours cru que sa mère était vierge. Et de plus, pour sa mère, c'était un vrai petit Dieu. Alors, dans ces conditions, ça va être dur de trouver une femme, hein, comme l'aurait dit Freud. Et pourtant, on peut se le demander. Et si Jésus avait trouvé la femme de sa vie, est-ce que son destin aurait été le même? On peut reconnaître quand même que si Jésus avait voulu avoir une femme, il n'aurait pas eu besoin de chercher. Hein. Il était beau, il était intelligent, il était éloquent, pour un peu comme moi, quoi. Et puis en plus, il maniait le miracle comme personne. Et puis, regardez-le sur sa croix. Il est abandonné, il est seul, il est nu. 3 raisons imparables pour qu'une femme s'occupe de vous. Mais bon, soyez honnête. Si une femme avait sauvé Jésus, serait-il vraiment devenu le Messie? Mais non. Mais si! Alors imaginons un peu Jésus. Alors il est en couple, il l'a mis sur Facebook et tout. Sa femme, il l'a rencontrée lors d'un meeting, un cours de philosophie. Elle est intelligente, elle est belle, elle le suit partout. Bah ouais, c'est chiant une femme, hein. Même si c'est la femme de Jésus. Hein. Et bon voilà, Jésus, il est sur la place du marché. Et il parle d'amour universel, j'aime tous les hommes, j'aime toutes les femmes. Mais le seul problème, c'est que si un Jésus célibataire, ça passe. Mais si on a un Jésus marié qui dit ça, là on a tout de suite sa femme qui intervient. Amour universel? Non mais c'est moi ton amour universel, hein. Tu vas pas aimer toutes les femmes et tu vas pas aimer tous les hommes, hein. Faut pas la peine. Alors, ensuite, imaginons-le en train de relever la prostituée devant le temple. Et lui, il rétorque à la foule que celui qui n'a jamais fauté jette la première pierre. Là, de nouveau, sa femme intervient. Et bah dis donc, Jésus, tu vas au bout maintenant? Et qu'est-ce que c'est que ça? Même en 0, ça va plus mal. Ensuite, imaginons la scène. Alors pas la scène de théâtre, hein, la scène, le grand tableau, avec Jésus, avec les apôtres, avec le vin. Jésus se lève et dit: avant la fin du repas, l'un d'entre vous m'aura dénoncé aux Romains. Alors là déjà, sa femme intervient et dit: le premier qui dénonce mon mec aux Romains, je l'explose. Et puis même si ça dissuade pas Judas de dénoncer Jésus à Ponce Pilate il vient arrêter Jésus et il dit: ah, elle est pas mal sa femme, hein. Il y a peut-être moyen de s'arranger là, de l'arrêter, hein. Donc ça peut avoir des avantages. Ensuite, côté carrière. Vous pensez vraiment que si Jésus avait une femme, la nuit, au lieu d'aller prêcher la bonne parole un peu partout dans le monde, partout, moi je pense plutôt qu'il serait resté peinard chez lui, sous la couette, avec sa femme, et puis même de temps en temps il aurait dit: eh, dis donc, arrête de dire à tes copines que je fais l'amour comme un dieu, hein, parce que c'est gênant. Juste une petite parenthèse, il n'y a pas que Jésus qui a ses qualités. Hein.
est quand même crucifié sur la croix, eh bien, il se retourne vers Dieu et il dit « Ah mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et bien là encore, il y a sa femme qui intervient. Elle me dit « Non, moi je t'ai pas abandonné, hein. Moi je suis toujours là, il y a le petit qui t'attend à la maison, hein. Tu descends tout de suite et t'arrêtes de jouer au con. » Alors moi, pour finir, je vous le dis, même avec 10 ans de psychanalyse, Jésus n'aurait jamais pu trouver la femme de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il l'avait déjà trouvée. Tout simplement, il avait déjà sa mère, Marie. En effet, quel homme s'embêterait à chercher une autre femme quand celle avec qui il vit le prend déjà pour un Dieu? Ah, merci Jésus. Effectivement, mon sujet est l'hystérie était irrémédiablement propre aux femmes. Bon, la réponse me paraît évidente, mais je vais me donner la peine de développer. Alors déjà, une culture G. Si vous ne savez pas quoi faire avec votre copine, allez pas voir la plaque commémorative de Robespierre. La dernière fois que j'ai fait ça, elle m'a pris la tête pendant une demi-heure, comme quand on s'était déplacé pour rien. On avait payé les transports. Et tout ça pourquoi? Pour 3 mots écrits sur une grosse plaque. Et en plus, c'était sa mauvaise période. Donc, la mauvaise période, faisons un petit aparté. En gros, pendant ces quelques jours dans le mois, on en prend plein la gueule. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire, il y a des sautes d'humeur tout le temps, d'une seconde à l'autre ça change, d'un coup c'est je t'aime, après c'est je te déteste. Donc en fait, c'est pour ça que certains hommes ont trouvé des techniques, comme par exemple inventer des séminaires, des stages, histoire de rester le plus loin possible de sa conjointe le temps que ça se passe. Seulement le problème, c'est qu'il n'y a pas que pendant les règles que les femmes sont hystériques. Non, l'hystérie rythme la vie des femmes. Ainsi, on peut commencer par les fans, à savoir de Justin Bieber par exemple, ou encore des Beatles pour les plus anciens. Je pense ne pas avoir à développer plus ce point, vous avez juste à aller sur internet, à taper fan de Justin Bieber, vous aurez la réponse, il n'y a pas de problème. Ensuite, un autre point important, les soldes. Alors ça, c'est phénoménal hein, quand même. Parce que les femmes arrivent à s'entretuer, à courir, à se lever le matin à des heures pas possibles, tout ça pour une pauvre robe qu'au final elles vont déchirer avec l'autre de leur conjointe. J'expose des doutes à ce sujet. Ensuite, devant le miroir, les femmes sont complètement folles. Elles s'arrachent les cheveux, elles se mettent 3 tonnes de maquillage en continuant à dire « Mais chérie, je suis moche !» Mais non, elles sont pas forcément moches. Ensuite, pour continuer dans la... Pas forcément. Ensuite, pour continuer dans la cuisine, savez-vous que 95% des assiettes cassées sont dues à des crises de femmes? C'est toujours bon à savoir. Ensuite, les SMS, où les femmes restent pendant une demi-heure à se dire « Oui, non, je sais pas, je réponds quoi ?» pour au final rien répondre. Ça règle le problème. Et enfin, la balance. Comment quelques chiffres sur une pauvre plaque peuvent mettre dans de tels états les femmes? Sincèrement, c'est impressionnant. Si vous réussissez à garder une balance plus de 2 mois, c'est un miracle. Elle finit soit explosée sur les murs, soit sur le carrelage. Ah oui, j'allais oublier un petit détail. Quand les hommes font un petit écart, qui font l'erreur d'aller voir ailleurs, alors là, on se prend une liste d'injures innommables, alors que pourtant, Don Juan a dit « L'avantage d'être rencontré la première ne doit point dérober aux autres les justes prétentions qu'elles ont toutes sur nos cœurs. »
En gros, c'est normal. C'est normal qu'on ait envie d'aller voir ailleurs. Et pour finir cette partie sur les femmes, juste ma mère, quand je lui réponds, je m'en prends plein la gueule. Ma copine, quand je lui réponds pas, je m'en prends plein la gueule. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, les hommes, c'est beaucoup plus simple. D'ailleurs, on peut revenir sur un petit conte, hein, c'est quand même la femme qui a ouvert la boîte de Pandore, donc c'est de leur faute si tous les maux de la Terre sont sortis, hein. Donc c'est à cause d'elles si elles sont hystériques. Nous les hommes, c'est beaucoup plus simple. Jamais on va s'exciter devant un jeu vidéo, jamais on va devenir fou parce que notre femme elle passe devant la télé alors qu'il y a un but qui est marqué. Que dire d'autre? Ah oui, jamais on va devenir hystérique parce qu'on a mal tapé sur un coup et qu'on s'est tapé malencontreusement sur les doigts. Jamais devant un défilé de mode, on va devenir complètement hystérique devant les top modèles ou devant une belle paire de chaussures. Donc, face à cette hystérie, je me suis intéressé au mot irrémédiablement. Je me suis donc intéressé à la théorie de Freud qui dit que l'hystérie des femmes provient de l'accumulation des frustrations, notamment des désirs sexuels. J'ai donc trouvé plusieurs solutions pour combler ce problème. Non, j'ai trouvé des solutions vraiment bien et chastes. Si les femmes ne sont pas capables de libérer leurs désirs, notamment sexuels, on pourrait leur donner l'obligation de faire du yoga 2 fois par semaine et aussi leur donner un régime à base de calmants durant la mauvaise période. Ainsi, plusieurs problèmes, notamment pour les hommes, seraient bien allégés. Pour conclure, si vous avez encore des doutes, sachez qu'en grec, hystéra signifie utérus. C'est pas une blague, c'est Wikipédia qui l'a dit. Voilà. Et je tenais à remercier mon staff, qui est aussi étonnant que cela puisse paraître, et composé de Solène, je vais y arriver, Solène Jaffray, c'est ça. Solène Jaffray et Tiffany Trenel, et oui, mon staff c'était 2 femmes.
Tu fais fantasmer les hommes le nuit tout le jour. Discret, une tape à l'œil. Mettre en valeur ces superbes cours est ton rôle majeur. Que tu sois armature, invisible ou sans bretelles, tu nous feras toujours fantasmer, nous, hommes mortels, car tu es à toi seul l'objet le plus convoité. Facile à rendre en 2 agrafes, tu es la première chose que l'on voit lorsque tu es porté sous un décolleté. Tu existes en plusieurs couleurs, du point rouge au léopard, et de couleurs unies ou bien motifs, tu attises toujours notre regard. Tu as un pouvoir phénoménal lorsque je te vois, car je ne suis plus dans mon état normal. Et tu es capable de mettre en valeur et d'agrandir la partie du corps que tu retiens, et y compris la mienne. Oh, que oui, que j'aimerais être à ta place pour enlacer ces belles formes et me coucher en ton sein. C'est à toi que j'ai dédié cette œuvre de sans fin. On se demande toujours pourquoi on t'appelle ainsi. Oui, toi, soutien-gorge, voile de plaisir et de désir, qui mène vers les collines d'un simple souvenir naturel à l'origine de notre fantasme de sang maternel. Le soutien-gorge. C'était de la part de tous les hommes, ou presque, je ne sais pas pour vous, mais j'enseigne. Merci à tous. Je tiens à remercier mon staff qui m'a fortement aidé pour écrire cette œuvre. Et une petite dédicace à la team des Mépas. Tout entier autour du sexe. Commençons. Comme disait Freud, la psychanalyse a montré que ce sont en majorité, mais non exclusivement, d'émotions pulsionnelles sexuelles qui tombent sous le coup d'une expression culturelle, répressive et coercitive. Mais non, je déconne. Je souhaiterais débuter mon argumentation pour une simple question. Qui dans la salle pourrait se passer le sexe? Je crois qu'on est tous à peu près sur la même longueur d'onde. À peu près. Le sexe est devenu le point culminant de notre vie. Effectivement, il s'est totalement démocratisé et est devenu le cerveau de l'instinct. Comme disait Louis Witner, un homme qui accorderait un instant de sa vie à autre chose qu'à son sexe sera un homme distrait. C'est parfait. Pour dire que l'acte sexuel est un devoir, pour ne pas que notre espèce ne disparaisse. Et puis regardez nos cousins les plus proches, les bonobos, dont la ressemblance serait de 98,7% avec l'humain. Leurs relations sexuelles fréquentes, feintes ou réelles, sont souvent utilisées comme mode de résolution des conflits, comme l'a si bien dit Joséphine. Bon, c'est sûr que je me vois assez mal coucher avec ma banquière avec qui je suis en conflit, mais qui sait, ça me permet de plus être à découvert. On pourrait également évoquer les lapsus sexuels et les esprits souvent mal placés, ce qui prouve bien que même notre subconscient et notre esprit tournent autour du sexe. Et puis envoyer des sextos est devenu un sujet très important, au même titre que se laver et s'habiller. C'est sûr que lorsque nous sommes ados prépubères, comme le dit si bien un professeur dont je tairai le nom, Monsieur Frédéric Ancel ici présent est retardataire, eh bien le sexe a pris une part primordiale dans nos vies. Tout le monde va à tout prix avoir fait dès le plus jeune âge, en plus pour les garçons, pour les filles. Même si certaines cachent bien leur jeu, mais je ne m'aventurerai pas sur ce terrain-là. Il existe même des amitiés qui tournent autour du sexe, avec les fameux sex friends, souvent lors de l'adolescence. Mais heureusement, le sexe ne touche pas qu'une catégorie d'âge. Pour exemple, j'avais un grand-oncle qui était tellement obsédé qu'à la fin, il sautait même des repas. Et puis, certains prêtres, symboles de vertu, se permettent d'enseigner ce sujet en profondeur aux plus jeunes.
du sexe. Et depuis quelques décennies, le sexe est devenu une véritable industrie. Nous pouvons parler de Marc Dorcel qui a créé un véritable business, il sortait peut-être même de l'ESG, c'est à vérifier. C'est un véritable sujet incontournable qui provoque, qui fait vendre. On peut le voir dans les publicités avec Axe ou Perrier par exemple, dans les films avec les actrices et acteurs. Donc le but est de faire fantasmer les spectateurs, qui vont d'ailleurs totalement mettre de côté le grand niveau des dialogues, se concentrer sur le décolleté des actrices ou les abdos bien tracés du héros. Nous retrouvons cette omniprésence du sexe dans la littérature également, dans les tragédies avec Roméo et Juliette, on ne parle pas, et même dans le Scrabble, jeu le cube encore plus cher que dans la vie de tous les jours. Et comme le disait Henry Miller, le sexe est une des 9 raisons qui plaît dans la faveur de la réincarnation. Les 8 autres étant sans importance. La psychanalyse tourne aussi autour du sexe. En effet, nous pouvons constater avec Freud, qui dit que la sexualité a ses lois, sa charpente, bref, sa structure inconsciente. Meurtre de l'époque, délicatesse et fermeté de la chair parentale, indispensable maîtrise des mots pour converser avec autrui. Ce que la psychanalyse pointe avec une rareté, c'est que le sexe et la culture, c'est un tout. Je pourrais aussi vous citer de grands esprits du XXIe siècle, tels qu'un certain Siffredi, mais je vais rester là sur les citations. En plus d'être le baromètre des sentiments, le sexe est un facteur de réussite sociale. Prenons l'exemple d'une secrétaire. Elle n'a pas complètement réussi sa carrière, ça n'est pas c'est au moins une fois ce bureau, c'est parfait. D'ailleurs, mon ex-copine était très portée sur le sexe aussi. Bon, malheureusement, c'est pas exclusivement sur le mien, mais en principe, ça tombe quand même. Et il est primordial d'ajouter, particulièrement pour nous, un G à l'ESG. Le sexe est un véritable moyen de décompresser face à la pression insoutenable qui est le dossier de la femme. On n'a quasiment pas d'autre alternative. Pour finir, je dirais que le sexe n'est pas une réponse. Le sexe est une question. Et la réponse est oui. Ah oui, et ne pas vaincra. L'obtention des JO dans votre si beau pays. Du coup, au centre du débat aujourd'hui, l'obtention des JO 2020. Me voilà donc devant vous pour vous présenter le choix, qui j'en suis convaincue sera votre choix final, le pays qui accomplira les rêves présents ou futurs de chacun d'entre vous. Le pays apte à redorer 1000 fois l'image des Jeux Olympiques. Un pays de rêve, le pays potentiel des sportifs, le berceau légitime des JO qui entreront dans l'histoire. Pays que j'ai à peine besoin de nommer, du coup, parce que de toute façon vous l'avez tous reconnu. Nommons-le cependant, mesdames et messieurs, il s'agit du Bénin, évidemment. Même si l'important en ce qui concerne les JO n'est pas ce qu'a été le Bénin, mais ce qui a choisi de devenir, le passé est le garant de l'avenir. Je ne vous ferai pas l'injure, évidemment, de vous rappeler l'essor qu'a connu dans les siècles passés, dès le XIe siècle d'ailleurs, l'Empire du Bénin qui couvrit un territoire du Nigeria à la Côte d'Ivoire. Son point de départ est Ifé, au Nigeria, et là est né, à Abomey, le royaume de Dahomey. Bon, je ne vais pas vous embêter plus parce que de toute façon, aucun d'entre vous ne comprend ces mots africains. Comme je viens de le dire, les JO, s'ils évoquent le passé, sont avant tout un passeport pour l'avenir. Le Bénin deviendra donc d'une grandeur incommensurable, d'un génie inimaginable, et en plus, les Béninois, franchement,
chose, là ils attendent vraiment que ça. Donc aujourd'hui, instance internationale, pays du monde entier, c'est à vous que je m'adresse. Si vous nous entendez déjà, vous n'êtes pas les seuls. Notre peuple entier a entendu ces murmures qui peu à peu grandissent. Murmures qui se changent en paroles. Paroles qui, pour s'accompagner d'encore plus de sens et de force, s'adjoignent de sons et deviennent des chants. Des chants d'espoir qui, remplis de... Attendez. Des chants d'espoir multiformes et aux antipodes des doutes qui aient pu porter notre nation. Bon, j'arrête tout de suite certains dans leur délire, là c'est pas parce que je parle du Bénin et de chansons en même temps qu'il faut partir d'une histoire de Kirikou ou je sais pas quoi. On parle sérieusement, ce sont des appels vibrants au développement et au changement qui résonnent d'un bout à l'autre du Bénin. Les Béninois ont changé, ils n'attendent que la perche olympique, que doit leur tendre la communauté mondiale grâce à l'organisation d'un tel événement. Certes, on peut dire que le Bénin, fort de ses 112 000 km², est petit de taille, mais il est grand d'esprit. D'ailleurs, dans votre histoire sacrée, qui avez-vous choisi? David ou Goliath? En fait, comme je le dirait Jeanne d'Arc, Voltaire, Napoléon ou Sarkozy, c'est pas la taille qui compte. Même si les Béninois ont rarement eu besoin d'utiliser cette petite excuse. Passons maintenant d'une dure réalité à une autre, les finances. Les fonds ont déjà été collectés. Les fonds ont déjà été collectés pour la plus grande partie, et l'annonce de l'augmentation des impôts ici n'a fait gémir personne. Vivre, c'est apprendre à ne pas gémir. Les Béninois en toute logique veulent vivre aux yeux de tous pour enfin vivre à leurs propres yeux. De plus, notre gouvernement remercie les dizaines de pays occidentaux qui, depuis plus de 5 ans, cotisent en faveur des écoles et des puits qui seront construits dans notre pays. Cet argent qui a été soigneusement conservé et sera utilisé pour la climatisation des gymnases. 48% de nos jeunes sont analphabètes, mais au moins, Karabatic n'aura pas de chance en s'entraînant. Faut choisir cette nouvelle. Comme vous pouvez le constater, les infrastructures ont été pensées et préparées dans les moindres détails. Elles sont d'ailleurs un peu plus impressionnantes. Je ne peux pas tout vous révéler. Cependant, je peux déjà annoncer que 3 stades seront en construction. Et attention, tenez-vous bien. Ils pourront accueillir plus de 172 personnes en place assises, chacun. Ce qui fait presque la moitié de l'amphi quand même. Et 230 personnes en place de... On n'a pas encore trouvé comment on les inviterait du soleil, mais c'est en prévision. Pour ce qui est des routes, elles seront entièrement refaites. De nouveaux graviers, premier prix, seront importés directement de notre voisin le Togo. Ce dernier soutenant à 100% notre candidature. En outre, les marécages et les lagunes qui jalonnent notre plaine côtière pourront sans aucun doute accueillir les sportifs comme Camille Lacour et autres pour les 100, 200 et les 500 mètres nagés. Il y aura la plage, c'est sûr. Pour le 50 km marche, il suffira de partir d'ouest en est sur les routes de notre pays, quitte à mordre un peu sur les frontières du Togo. C'est vrai qu'on n'a pas forcément la place pour ça. Une dernière remarque. Pour les éventuels derniers doutes, force est de constater, par expérience, que les Jeux Olympiques ont fait tomber des pays et les ont enfoncés dans la précarité. La preuve en est faite, pour ne prendre qu'un exemple, Athènes 2004. Or, c'est déjà le cas du Bénin. Voilà une réelle opportunité. Enfin, un pays qui ne se plaindra pas des conséquences de l'organisation des Jeux Olympiques sur son économie. Puisque cette économie est dès aujourd'hui inexistante. Les fonds récoltés ne serviront en fait qu'à mettre en place le projet et puis on reviendra au départ. Il n'y aura donc aucun détournement d'argent, cette plus belle économie mondiale. Et d'ailleurs, à qui les accorder ces jeux, si ce n'est au Bénin? Ne rêvons pas, même si elle ne les a pas eus depuis longtemps, sûrement pas à la France. Comment pourrait-on sérieusement penser et envisager de donner de telles responsabilités à un peuple de flemmards colonisateurs, amateurs de vinasse et de macarons? Enfin, je veux dire, il serait bien plus raisonnable et limite légitime
de leur accorder par exemple le concours du plus grand mangeur de cassoulet au monde, sous votre respect, mes collaborateurs français. Mais supposons, ce que j'ose appeler supposer, que des interventions obscures, des préjugés politiciens ou des intérêts égoïstes de la part des membres bornés du Conseil international olympique vous poussent à vous éloigner du seul choix rationnel qu'est de choisir le Bénin en tant que pays pour 2020. Je souhaite vous indiquer une voie annexe. Avant le Canada, l'Italie, la Suède ou autre pays nordique trop banal, pensez-y, 2022, le Bénin présente les JO d'hiver. Bonsoir, oui. Alors, j'ai eu un sujet très différent des autres, j'ai eu des animaux, comme certains de mes camarades. J'ai eu un sujet tout à fait différent, assez long. Accrochez-vous 2 minutes. On est en 2075. Le BNP, Bonheur National Brut, est devenu le référent international, plaçant le Bhoutan comme la première puissance mondiale. Vous êtes le conseiller spécial du président de la République et vous élaborez une politique pour placer votre pays dans le peloton des puissances mondiales. Extraordinaire. Alors je me suis renseigné, première question que je me suis posée, je me suis dit, déjà, où est le Bhoutan? Le Bhoutan, je me suis renseigné, se situe en Asie, entre l'Inde et la Chine. On va parler de la notion de bonheur national brut. Le bonheur national brut a été instauré en 1972 par le roi du Bhoutan. On va se dire, bon, d'accord. Il est bien basé sur les valeurs spirituelles du bouddhisme. Le bouddhisme, c'est une religion, c'est la 3e ou la 4e religion mondiale la plus pratiquée. Et il parle dans cette religion du nirvana. Vous avez dû en entendre parler, le nirvana, c'est notre paradis pour les chrétiens, pour les occidentaux. Le nirvana, comment l'atteindre? C'est une question qui s'est beaucoup posée. Le nirvana se fait s'atteint seulement si tous les sentiments que nous apportons à chacune des personnes, tout ce que nous attachons, nous ne devons plus avoir aucun de ces sentiments, nous devons tout abandonner. C'est ce que dit la religion bouddhiste pour atteindre le nirvana. C'est une grande question, c'est une chose difficile. Vu que j'ai un sujet sur le bonheur, c'est une chose de très grande histoire. Le nirvana. Donc à la fois j'ai eu un sujet sur le bonheur, et à la fois j'ai eu un sujet sur il faut se détacher de ses sentiments pour atteindre le nirvana, parce que le bouddhisme retourne là-dessus. J'étais assez déconcentré, assez perturbé. C'est pas grave. C'est facile. Je sens un peu d'enthousiasme. Le fléau de la drogue au milieu, tu vois. Je reviens donc sur le Bhoutan. Le Bhoutan, petit pays, on passe aux 50 millions de c'est un pays très monarchique, un pays très traditionnel. On va dire. Un pays très traditionnel, le Bhoutan.
l'évolution des femmes. S'il vous plaît, 2 minutes. Le bouton. Pour atteindre ce bonheur, le bonheur qui est demandé, qui fait partie de mon sujet, je dois faire une politique pour atteindre ce bonheur. Alors moi j'arrive parce que... Mais sinon, on a un très grand content. Il s'agit de... Est-ce qu'on peut adopter les mêmes idées que le bouton pour atteindre le bonheur? D'accord. Est-ce qu'on peut adopter les mêmes idées que le bouton pour atteindre le bonheur? Je suis pas sûr. Le bouton sera plus traditionnel. Les femmes travaillent, les hommes qui font la guerre, j'allais dire traditionnel. Toutes ces actions font un peu vieillir, dirons-nous. Alors nous sommes dans une société assez individualiste, assez... mais c'est un mode individualiste, je ne sais pas. Est-ce que dans une société individualiste, on peut parler de groupe? C'est-à-dire, c'est la bonne idée, c'est la bonne idéologie. Je ne pense pas. Au bout de temps, on sait que chacun de nos goûts est influencé, chacun d'entre vous est influencé par les origines sociales, par vos origines sociales. Chaque vous, chaque